On se retrouve pour discuter, en fait, c'est un peu la continuité de la précédente pour ceux qui ont assisté. On va discuter du bon usage de la cobotique, un peu au sens large, hein, avec nos invités. Alors ça tombe bien parce qu'on a des invités qui sont dans des domaines qui sont très différents en fait, hein. On a des plateformes hospitalières qui s'intéressent au développement de la robotique à l'hôpital avec Jean-François Menudet. Tu nous expliqueras ça. On a Richard de Cabrol sur un écosystème européen. En fait, on verra si la France est le bon niveau en fait, pour développer une industrie robotique forte, par exemple. Où est-ce qu'on peut passer à l'échelle européenne et ce ne serait pas plus intéressant. Et puis Maxence Denu, qui est chercheur, qui est même doctorant encore, hein, c'est ça, et qui s'intéresse beaucoup à la robotique et l'usage de la robotique, on va dire, dans une dimension organisation industrielle, en fait. Eh bien, je peux proposer un premier tour de table rapide pour vous présenter très rapidement, et puis ensuite on attaquera le sujet. Vous avez les micros sur la table. Ben voilà, Jean-François qui commence. Voilà. De Station H. Oui, bonjour à tous. Donc Jean-François Menudet, je suis le responsable donc, de Station H. Station H, c'est une plateforme d'expérimentation au sein des Hospices civils de Lyon, donc le CHU de Lyon. Et ce qu'on expérimente, ce sont les usages de la robotique à l'hôpital. Donc notre métier, c'est d'aller identifier les technologies, de voir dans quelle mesure elles peuvent s'intégrer dans un hôpital et d'aider les entreprises à justement à ajuster ces technologies de manière à les rendre les plus acceptable, utile dans un hôpital. Donc ça peut être de la robotique chirurgicale, ça peut être de la robotique logistique, ça peut être des robots sociaux. On peut imaginer beaucoup d'usages de la robotique à l'hôpital. Et notre rôle, c'est d'essayer de faire un petit peu le tri, d'évaluer et de faire en sorte que l'offre et la demande convergent au niveau du milieu hospitalier. Merci. Moi, c'est Maxence Denu, donc je suis chercheur au laboratoire GESCOP à Grenoble. Moi, je suis plutôt spécialisé sur tout ce qui est système de production circulaire, donc c'est tout ce qui est système qui remettent en état ou à neuf des produits. Ok, merci. Et du coup, dans ce cadre-là, on étudie plusieurs technologies qui pourraient être intéressantes pour ces systèmes, dont la cobotique. Et je fais partie du laboratoire GESCOP, qui est un laboratoire à Grenoble qui est très très vaste en termes de compétences. Moi, je travaille sur des thématiques génie industriel, ergonomie, psychologie du travail, mais j'ai des collègues mathématiciens, informaticiens. On a aussi des collègues plus techniques en robotique ou autres qui travaillent justement sur ces questions de nouvelles technologies. On m'entend. Voilà. Et donc, merci Bob de la régie. Pat Le Guen. Moi, je travaille pour l'EIT Manufacturing, l'European Institute of Technology. Et en fait, cette entité qui est un partenariat public, parce que le Parlement européen est privé, parce qu'on a des partenaires industriels, vise à encourager le collaboratif entre différents pays et différents acteurs, que ce soit les centres de recherche, les universités, les startups et les grands groupes, pour innover dans certains domaines. Et donc, ça nous est arrivé de soutenir, voire même de disséminer des technologies d'exosquelettes ou de cobotics. Alors Jean-François, merci de prendre le micro. On va rentrer dans le vif du sujet de manière très concrète. Donc c'est la partie un peu partage d'expériences concrètes. Quels sont les projets collaboratifs, les projets même, on va dire robotiques remarquables que tu as vus déjà dans Station H, qui est quand même une structure relativement récente, mais qui a quand même un flux de projets assez intéressant. Alors, je dirais que si on parle de cobotique, aujourd'hui, il y a deux grands champs à l'hôpital où elle trouve ses applications. C'est d'abord le bloc opératoire, et ensuite, ça va être tout ce qui est de logistique. Et au niveau de si on prend vraiment la partie bloc opératoire, alors en fait, la cobotique, c'est pas dominant du tout aujourd'hui dans les blocs. Ce qui domine aujourd'hui, c'est un robot qui s'appelle Da Vinci, qui est un robot chirurgical, qui a un système maître-esclave. Et en fait, la robotique, la cobotique, elle a ce gros intérêt, c'est qu'elle garde quand même aussi le contrôle et la supervision de l'humain, comme du maître-esclave finalement, mais en ajoutant une capacité supplémentaire. Et donc, cette cobotique au bloc opératoire, aujourd'hui, elle se trouve quand même un petit peu dans le bloc opératoire en orthopédie. Et donc là, il y a des projets aux Hospices civils de Lyon avec un robot qui s'appelle le robot Mako, qui est vraiment dédié à la pose de prothèses de genoux en particulier. Donc là, voilà, il y a vraiment des études pour évaluer le potentiel de ce robot qui est en pratique depuis déjà maintenant 3-4 ans aux Hospices civils de Lyon. Et puis après, il y a d'autres applications de la cobotique qui sont plus anciens, qui n'ont jamais vraiment émergé. C'est notamment le port d'instruments, par exemple un endoscope qui doit être porté pendant une opération de 3 heures, 4 heures par un assistant.
Il y a des systèmes cobotiques qui ont été développés pour finalement décharger cette tâche qui n'est pas forcément super excitante pour la personne qui porte l'endoscope et qui est un peu éprouvante physiquement. Et donc il y a eu plein de projets, il y en a qui réémergent, et donc là on travaille avec des entreprises qui ont des idées de systèmes de cobotique pour porter des instruments chirurgicaux, mais qui du coup c'est une approche un peu différente de ce qu'on pouvait faire il y a 15 ans, avec notamment de l'IA qui commence à être un peu embarquée dans tout ça. Et donc là il y a plein de perspectives super excitantes pour des cobots vraiment qui sont une assistance au-delà d'une pure assistance mécanique, on va dire. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on a quelques collaborations intéressantes avec des startups françaises. Ça, c'est aussi le truc qui est chouette dans l'écosystème, c'est qu'on a évidemment beaucoup de startups qui essayent de se positionner là-dessus face à des mastodontes américains. Donc ça pose quelques questions et difficultés, mais on est là justement pour favoriser ce développement des startups. Et puis, donc, en dehors du bloc opératoire, il y a tous ces projets autour de flottes d'AMR qui vont être capables, en coactivité, vraiment de faire du déplacement, du transport de matériel dans un hôpital. Jusqu'à présent, c'était beaucoup des flux très légers. On va dire, ça pouvait être des échantillons sanguins sur une journée. Donc, c'était un robot qui faisait des allers-retours, mais ce n'était pas des flux très lourds. Et aujourd'hui, on voit des technologies qui permettent de faire des flux beaucoup plus denses. Et on a un gros projet sur l'hôpital Lyon-Sud qui consiste en fait à alimenter en matériel les blocs opératoires par une flotte d'AMR. Donc on parle de plusieurs centaines d'émissions par jour avec des échelles qui font jusqu'à 100 kg qui sont transportées par ces robots. Et ça, c'est un projet qu'on développe avec une entreprise française qui développe des solutions AMR historiquement pour l'industrie et qui arrive à l'hôpital via ce projet-là aux Hospices civils de Lyon. Alors, je te lâche pas tout de suite, Jean-François. Comment ça fonctionne justement à Station H quand un projet se présente? Quelles sont les interactions avec le monde hospitalier? Quelles sont les plateformes en fait? Parce qu'il y a des plateformes. Explique-nous. Alors, la notion de plateforme aux hospices, en gros, on est une sorte d'interface entre l'hôpital et l'extérieur, donc les entreprises en particulier. Et je dirais il y a deux modes de collaboration. Il y en a un, c'est l'hôpital a un besoin, on recherche une solution, soit elle existe sur le marché. Et je dirais Station H n'a pas grand-chose à apporter, à part éventuellement donner son avis sur les solutions. Mais après, c'est un travail d'acheteur. À l'hôpital, il y en a plein et ils sont assez spécialisés. Par contre, il y a des cas où il n'y a pas de solution sur l'étagère. Et donc là, on peut aller chercher un ou des fournisseurs qui vont nous aider à développer une solution. Donc ça peut être du partenariat, ça peut être du co-développement. Il y a plusieurs modalités de coopération. Ça n'arrive pas tous les jours parce que l'hôpital, il a beaucoup de projets. Il ne peut pas faire des robots à sa façon tous les mois. Mais ça arrive, et c'est quand c'est lancé, c'est des très gros projets comme celui que j'ai évoqué sur l'hôpital Lyon-Sud. Et puis l'autre mode, c'est une entreprise qui a une idée, qui se dit ma technologie, aujourd'hui elle est utilisée dans une usine par exemple, qu'est-ce qu'elle pourrait donner dans un hôpital? Et donc là on va être dans une logique plus de prestation auprès de l'entreprise pour en fait faire des études d'opportunité, des études d'usage, des études d'intégration, des études d'impact. On s'intéresse beaucoup au côté organisationnel et facteurs humains. Enfin, comment la technologie va impacter une organisation qui aujourd'hui fonctionne, avec des défauts, mais elle fonctionne. Et quand on introduit une technologie comme un robot, on se retrouve vraiment avec des enjeux d'ergonomie et de psychologie du travail, notamment par rapport à l'acceptabilité de la technologie. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut vraiment nous travailler avec les entreprises qui viennent nous voir pour qu'elles anticipent tous ces risques et qu'elles intègrent mieux des mesures de réduction de ce risque dans leurs solutions qu'elles sont en train de développer ou qu'elles veulent ajuster pour l'hôpital. Donc il y a une plateforme avec une chambre, un bloc opératoire, etc. Oui, on a en effet des espaces simulés qui reproduisent les environnements de l'hôpital. Donc si on veut faire un test de robot chirurgical, on n'a pas besoin d'aller dans un vrai bloc tout de suite. On peut le faire dans nos locaux qui reproduisent finalement l'environnement du bloc opératoire. On fait venir des professionnels de santé qui sont dans l'étage au-dessus quelque part et qui vont venir tout de suite donner leur avis, dire tout de suite ce qui va ou ce qui ne va pas dans une solution. Donc ça, c'est une agilité qui est compliquée à avoir sinon dans un hôpital si on veut aller réellement dans la vraie vie de l'hôpital. Donc une sorte d'antichambre finalement pour ces nouvelles technologies. Maxence, dans le domaine de la cobotique, là, cette fois-ci davantage pour l'industrie, on a eu des échanges préparatoires à cette table ronde et on échangeait sur le fait que parfois dans l'industrie, il n'est pas forcément évident d'insérer, on va dire, d'une certaine manière, le cobo dans l'organisation productive. Et donc, c'est pas forcément intuitif, on va le dire. Et quand ce n'est pas intuitif, il y a des personnes comme toi qui s'y intéressent et des équipes de recherche. Tu fais partie du laboratoire GESCOP, c'est ça?
Et donc c'est l'un des thèmes en fait des recherches que tu mènes. Oui, tout à fait. Alors, on constate plusieurs grosses problématiques sur les aspects industriels quand on travaille avec des entreprises. Déjà, en fait, il y a tout ce qui est question d'attractivité des postes pour pouvoir maintenir les experts aussi le plus longtemps au travail possible et préserver la santé des opérateurs. Et quand je parle de préserver la santé, il n'y a pas que la santé physique, mais aussi la santé cognitive quand on est sur des tâches qui sont extrêmement complexes. Mais il faut aussi envisager ces questions de cobotique pour justement réduire cette pénibilité, que ce soit physique ou cognitive. Et pour ça, on a plusieurs projets de recherche et j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous les présenter aujourd'hui. Donc le premier, c'est le projet Workplace 5.0. Donc là, c'est une équipe de chercheurs qui travaille sur une cobotique qu'on dit capacitante, c'est-à-dire que l'objectif du cobo n'est pas juste d'assister l'opérateur, mais vraiment de lui permettre de se développer et de développer ses compétences sans être finalement soumis à cette machine. Et pour ça, en fait, l'opérateur reste acteur de la performance et il va apprendre de nouvelles manières de faire avec le Kobo. Et donc là, ce projet de recherche essaie de trouver en fait des critères pour concevoir des situations de travail qui permettent en fait à l'opérateur d'interagir correctement avec la technologie, tout en développant du coup son activité, ses compétences et son autonomie. Et donc ça, c'est des projets de recherche qu'on développe en laboratoire. On a aussi comme chez Station H, finalement une usine virtuelle où on peut justement travailler avec différents types de cobots, avec des AMR ou autres, et on va venir tester ça avec des étudiants ou alors des opérateurs. Et d'ailleurs, la prochaine étape de ce projet, c'est justement de ramener ça sur un site industriel. Donc s'il y a des intégrateurs ou des industriels qui sont intéressés par cette thématique de mettre en place une cobotique capacitante, n'hésitez pas à me voir et je vous mettrai en lien avec l'équipe de recherche. Et on a aussi deux autres projets qui sont assez intéressants pour permettre cette meilleure adaptabilité et cette meilleure insertion du Kobo sur le site industriel. C'est justement toutes les solutions de programmation du Kobo qu'on pourrait dire par démonstration. C'est-à-dire que finalement, le Kobo ne va pas être codé, mais ça va être l'opérateur qui va montrer le geste et le Kobo qui va apprendre. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Ça peut être la programmation vocale, ça peut être la programmation par le mouvement, ou alors le robot peut directement apprendre à partir de vidéos. Et donc là, il y a des projets de recherche comme par exemple Proc4U qui existent pour développer une programmation qui se veut plus intuitive et plus rapide et surtout plus sûre pour l'opérateur. Donc là, on a des exemples qui se développent dans le domaine de la carrosserie où on essaye d'analyser les gestes professionnels et le Kobo va interagir en temps réel pour s'adapter directement aux gestes de l'opérateur. Et si ça vous intéresse, il y a l'équipe de recherche qui travaille là-dessus qui sera disponible au stand E318 demain. Maxence, ces travaux-là, est-ce qu'ils sont développés ou est-ce qu'ils peuvent être menés en collaboration, j'imagine. Imaginons par exemple que nous aurions un constructeur de robots, par exemple, très innovant, qui développe des machines. Je pense à un constructeur qui est même dans la salle et qui a inauguré un certain nombre de technologies aujourd'hui même. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce qu'il se rapproche du laboratoire pour échanger avec vous, peut-être pour collaborer sur des expérimentations, pour par exemple tout ce qui est le bien fondé finalement d'utiliser à un moment donné un manipulateur. Parce qu'on dit Kobo, mais en fait le terme il est un peu polysémique. Parfois c'est simplement un manipulateur qui est plus facilement programmable par exemple, ou qui a une interactivité forte, utilisé par un opérateur ou une opératrice qui n'est pas roboticien par exemple. Est-ce que ça c'est des choses qui peuvent vous intéresser au laboratoire ? Tout à fait. En fait, on collabore quasiment constamment sur beaucoup de projets de recherche avec des industriels. Et généralement, on en cherche constamment parce que on a justement d'un côté cette force du chercheur de pouvoir explorer les choses en laboratoire, de pouvoir vraiment chercher l'état de l'art qui se fait dans le monde entier et aussi d'avoir cette pluridisciplinarité qui est particulièrement forte à GESCOP. On travaille vraiment avec des personnes qui sont de disciplines très différentes, en sciences humaines et sociales, en sciences de l'ingénierie, et ce n'est pas forcément des spécialistes qui sont toujours disponibles dans les entreprises. Donc finalement, le chercheur va permettre de prendre du recul et d'éventuellement en fait, montrer des problématiques qui sont vues dans diverses entreprises à l'industriel et d'éventuellement co-développer des fonctions avec cet industriel entre finalement bien définir le besoin et essayer de trouver des solutions adaptées ensemble. En termes de plateforme, qu'est-ce que vous avez vous avez des robots en fait, un certain nombre de robots? Oui, alors en fait on a plusieurs plateformes. On a surtout une grosse plateforme en fait qui s'appelle Operation Management qui est développée avec Smart, qui est justement un consortium de plateformes technologiques dans la région et qui va justement contenir, on a des AMR, on a deux cobots, on a également une autre salle qui est plus dédiée à la cobotique avec des robots Stobli de mémoire. Enfin, on a vraiment plusieurs plateformes qui permettent soit de simuler des usines avec des convoyeurs ou autres,
ou autre part, du coup, une plateforme qui permet de simuler des opérations avec des postes de travail, des cobots qu'on peut bouger et justement on peut faire venir des personnes pour tester des situations réelles. Merci Maxence. Richard, donc on vient d'avoir des exemples là de développement de nouvelles formes de robotique, soit dans le milieu hospitalier, soit pour l'industrie. Donc finalement, ça souligne un dynamisme, même un dynamisme français, hein, je veux dire, sur le développement de cela, de cette forme de robotique. Mais finalement, est-ce que malgré tout, est-ce que la France, selon toi, a la taille critique suffisante pour pouvoir mener cela? Ou est-ce qu'il faut travailler avec d'autres partenaires, s'élargir un petit peu, surtout qu'on a la chance d'avoir des partenaires qui ne sont pas si loin, enfin, dans le cadre de l'Europe. Toi, c'est ton terrain d'expérimentation, j'allais dire. Tout à fait. Aller. En fait, le truc, c'est que dans le cobotique, on travaille avec différents acteurs. On a déjà financé des projets portugais/espagnol, donc c'est pas très loin. Gogoa a collaboré avec le centre de recherche CETAG pour d'abord faire un cobo pour aider le port des charges par Sonae, qui est un distributeur de la grande distribution agroalimentaire en Portugal, et par la suite qui a voulu continuer à collaborer pour faire des exosquelettes. Donc typiquement on a ça en stock. Ce sont des acteurs avec qui les Français peuvent tout à fait collaborer et nous on est là pour encourager la collaboration. Ensuite on ne va pas dire que la France n'a pas la taille critique. Honnêtement, en Europe, il y a la France, il y a la Suède, il y a l'Allemagne, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Italie qui sont assez en pointe dans tout ce qui est nouvelles technologies. Et en fait, finalement, notre rôle, c'est aussi de disséminer. Donc j'ai envie de dire, non, en France, on a vraiment beaucoup de pouvoir pour innover. Nous, notre rôle, c'est aussi pour aider, par exemple, quand on développe des exosquelettes ou des cobots en France, dire, attends, peut-être que ta solution, elle va intéresser les Grecs, les Roumains et les Bulgares. Parce que eux sont plus consommateurs d'innovation. Donc il faut savoir que l'EIT Manufacturing est là aussi pour égaliser, pour disséminer. Là où il y a de l'innovation dans un coin, on va essayer de l'emmener dans l'autre coin de l'Europe pour essayer de faire en sorte qu'on progresse tous ensemble au même niveau. Donc on n'est pas là pour donner des bons, des mauvais points en disant « Ah, vous êtes trop nuls, la France va être tout seul ». La France peut faire des choses toute seule, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, effectivement, et c'est d'ailleurs dans nos critères de sélection quand on finance un projet, on encourage la collaboration transfrontalière. C'est possible, ça peut aider à accélérer, mais pas que. Il ne faut pas s'interdire toutes les solutions. On peut faire du franco-français comme on peut faire du franco-allemand, italien. Et donne-nous un exemple de projet, par exemple, justement, où finalement tu égalises comme ça. C'est-à-dire qu'il y a finalement une offre de technologie quelque part en Europe, un besoin dans l'autre. Est-ce que tu as un projet en tête particulier? Si je reste sur le Kobo, oui. On accompagne par exemple la start-up qui s'appelle EasyBot. Donc on va tenter de l'aider aussi à rencontrer d'autres acteurs, et en France, alors qu'elle est déjà française, et à l'étranger, pour lui permettre de disséminer ces technologies et en même temps faire du business development. Parce que finalement, le fond de tout ça, c'est créer du business pour les entités innovantes qui viennent nous voir. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, si on arrive à disséminer et à trouver des acteurs qui en ont besoin et qui sont prêts à accueillir l'innovation, parce qu'il y a en avoir besoin et être prêt à l'accueillir, hein. Il y avait un indicateur de BPI France sur l'industrie actuelle qui disait à quel niveau vous vous sentez prêt à accueillir la nouvelle technologie, les technologies connectées dans votre usine. Parfois, ils ne sont pas tous prêts. Donc c'est là où parfois on peut rencontrer des blocages, mais en tout cas, nous, on veille à trouver les acteurs qui sont intéressés, notamment parmi nos membres, parce que du coup, que font les pays qui sont consommateurs d'innovation? Ils viennent nous voir et parfois ils nous demandent un membership pour les accompagner, pour chercher l'innovation. Et c'est là où du coup ils seront déjà dans notre NAS. Et nous, du coup, on peut connecter un acteur qui vient nous voir et lui dire va voir donc cet acteur en Grèce pour adopter ta technologie parce qu'il part de rien. Et le mode d'intervention, ça passe par un jeu d'appel à projet ou il suffit de faire Richard de Cabrol @EIT Manufacturing? Comment Alors, en fait, les pour deux, une start-up qui se dit voilà, j'ai une offre en toute bonne foi qui, je pense, peut intéresser l'Europe et on en a un certain nombre. Les deux, ça marche. En fait, dans notre moyen d'action, on a 3 volets. Ça, je ne l'avais pas dit dans la présentation parce que effectivement, j'avais tenté de faire court. C'est le premier volet, c'est la subvention. Ça, c'est des appels à projets. On vient en consortium parce qu'on ne fait pas de subvention sans consortium. Sauf des très petits, ça existe. Hein. On a fait un bon appel à projet qui s'appelle Ça veut dire qu'il y a une incitation. Ça veut dire qu'il y a une incitation. Tout à fait. En fait, c'est une manière de dérisquer. Vous trouvez que prenez trop de risques, on va vous aider à dérisquer avec une subvention. Voilà, pour le moment,
on attend notre prochain plan 2026-2028 pour relancer le truc. En ce moment, il n'y a pas d'appel à projet, n'allez pas sur leur site, il n'y en a pas. L'année prochaine, il y en aura probablement. Mais ensuite, il y a un autre volet qui est le volet serviciel. C'est-à-dire que autant on peut aider des grands groupes à aller chercher des technologies ou des startups qui répondent à leurs besoins, autant on peut aider une startup comme EasyBot, comme d'autres, à aller trouver leurs partenaires économiques et leurs clients ailleurs en Europe. Donc effectivement, il y a quand même un critère de qualité parce que bon, on engage quand même le drapeau européen derrière. Donc on ne va pas disséminer l'innovation de n'importe quelle startup. Il faut vraiment qu'elle nous prouve que le produit c'est bon, il est là, il est prêt à vendre. Et donc, il est prêt à être disséminé et surtout qu'il a vraiment une valeur ajoutée par rapport à toute sa concurrence. Et enfin, on fait payer effectivement un fees de 6 000 € par an. C'est anecdotique, mais ça engage la start-up à aller au rendez-vous qu'on lui crée. Parce qu'ensuite, si tout est gratuit, je veux dire, à la fin, la start-up ne se présente pas. Donc, il y a les deux moyens existent pour se faire disséminer. Okay. Je reviens sur Jean-François. Et ce sera la même question pour les deux autres, mais bon, chacun de vous, finalement, vous manipulez l'innovation, hein, Jean-François avec des plateformes, Maxence avec la recherche, et puis Richard de Cabrol pour la dissémination justement à l'échelle européenne. Mais de ton avis personnel, finalement, quand tu penses à justement cette robotique, parce que le thème, c'est le bon usage de la cobotique, en plus le bon usage, c'est pas seulement la cobotique, de ton point de vue par rapport au projet que tu connais, et puis j'allais dire, dans ta carrière, tu as suivi de nombreux projets technologiques qui traitaient notamment de cette robotique et cette cobotique. Qu'est-ce que tu vois en termes de prospective de ce qui est en train de se développer, les gains, peut-être des limites ou des choses qu'on a pensé qui devaient fonctionner mais finalement qui ne fonctionnent pas, et puis d'autres finalement qui ont décollé et on ne les attendait pas forcément. Et ce qui va m'intéresser aussi, c'est qu'en fonction de ça, de cette expérience, qu'est-ce que tu peux en tirer en termes d'acceptabilité, l'aspect social et la manière dont ces innovations ont été reçues. Voilà. Alors la question elle est hyper vaste et l'hôpital il est lui-même très vaste. Oui. Donc on va essayer de faire au plus simple. Je vais commencer par... J'ai dit qu'il y a deux grands champs à l'hôpital, c'est vraiment la chirurgie et après il y a la logistique et notamment le transport autonome. On va prendre ces deux grands domaines, déjà ça permet de structurer un peu. Au bloc opératoire, je dirais que la fausse promesse sur laquelle on a longtemps eu beaucoup d'espoir, c'est de dire que le robot va apporter, va révolutionner la chirurgie, va rendre possible des choses qui n'étaient pas jusqu'à présent, va rendre des chirurgiens mauvais d'un seul coup super bons. En fait, ça, non. En tout cas, on ne l'a jamais prouvé par des études cliniques. Donc aujourd'hui, la robotique, et en particulier la cobotique, ce qu'elle peut apporter, et c'est déjà énorme, c'est qu'elle va réduire la variabilité. Et ça, c'est déjà quand même vraiment quelque chose de super intéressant. Et elle va donc la variabilité du geste. Tu veux dire que le chirurgien, le bon chirurgien, va être bon de manière un peu constante. Voilà. En fait. Et celui qui est un peu moins bon, il aura des bas un peu moins bas. Voilà, on va dire. Et c'est difficile à quantifier hein, parce que dans les études cliniques, évidemment, en général, on met que les meilleurs chirurgiens. Il n'y a pas de données en vie réelle très fiables aujourd'hui qui permettent de dire ce qui se passe concrètement selon les variations des chirurgiens. Puis c'est surtout pas un sujet sur lequel les gens veulent aller, évidemment. Donc, mais par contre, ce qu'on constate quand même, c'est que en fait, ce qui est complexe dans la chirurgie, certes, le geste, il faut être précis, il faut être adroit. Mais quelque part, en fait, en s'entraînant et si on a un peu de dextérité, tout le monde peut y arriver. Ce qui est beaucoup plus complexe dans la chirurgie, c'est la décision en temps réel. Et ça, aujourd'hui, la cobotique n'apporte pas grand-chose. Donc en fait, c'est le gain potentiel, c'était la question de base finalement, c'est clairement on réduit la variabilité et notamment la variabilité du temps opératoire. Donc on ne gagne pas de temps. Même souvent en démarrage, on en perd parce que le temps de s'approprier la techno, c'est un peu plus long en démarrage. Puis après, on arrive sur des temps qui sont à peu près les mêmes qu'avec ou sans robot. Par contre, l'écart type de la distribution des temps opératoires a tendance un peu à diminuer. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que globalement, les chirurgies se passent toutes à peu près pareil. Ça rend plus prévisible le programme du bloc opératoire, donc ça a un intérêt économique et puis pour les équipes aussi qui sont moins soumises aux aléas. Et puis ça, sur les résultats patients, sur des chirurgies hyper pointues comme la prothèse de genou, on a quand même un peu de gains cliniques qui se distinguent. Voilà, c'est pas un bon chirurgien resterait très bon avec un robot et un mauvais il resterait toujours pas terrible avec un robot aussi. Donc là-dessus, il ne faut pas avoir trop de promesses. Mais c'est déjà comme pas mal. Après, la cobotique, je pense qu'elle a un gros avantage aussi, c'est qu'elle s'intègre assez bien dans le workflow habituel.
Autant un robot maître-esclave, ça veut dire installer deux grosses bécanes dans le bloc opératoire. Ça sort le chirurgien du champ opératoire. C'est très complexe. Et c'est vrai que la tendance, mais ça fait longtemps qu'on a Donc ça, c'est la téléopération. C'est la téléopération. La tendance, c'est plutôt de remettre le chirurgien sur le contrôle de l'instrument, et la cobotique permet ça. Et la cobotique de nouvelle génération, on pense vraiment qu'il y a vraiment des applications hyper intéressantes, et notamment l'orthopédie, ça commence à se prouver. Je pense que ça va être le cas dans d'autres spécialités plus simples, entre guillemets. Notamment parce que ça va réduire la charge physique. Porter des instruments, c'est quand même toute une journée qui sont parfois dans des configurations articulaires un peu pénibles pour les personnels. La cobotique peut aussi permettre de soulager ça. Donc il y a un gain patient, mais il y a surtout un gain pour les opérateurs en termes de confort. En général, comme ils ont une assistance au geste, ils sont un peu moins de charge cognitive sur la précision du geste, et donc ils ont peut-être plus de bande passante cognitive pour la décision. Donc ça, c'est difficile à évaluer, mais c'est des hypothèses qui font que potentiellement on peut avoir des améliorations. Enfin, c'est plutôt ça en fait qui se dessine comme gain autour de la cobotique et de la robotique au bloc opératoire. Et si on prend donc le sujet qui est plutôt la logistique, le transport logistique autonome dans les couloirs de l'hôpital, alors là, clairement, le gain, c'est le temps. C'est le temps que les personnels ne passeront plus à transporter des chariots. Par contre, la grande promesse, c'est de dire on va réduire la pénibilité. Et en tout cas, à l'hôpital, ce qu'on observe, c'est que finalement, les personnels qui restent sur les tâches logistiques, au lieu de faire du chargement-déchargement et puis au milieu du dé, le transport, ce qui était un peu le moment de détente, ils se retrouvent concentrés sur la phase de chargement-déchargement, qui sont des tâches plutôt ingrates et très éprouvantes physiquement. Et donc, en fait, on concentre des problématiques, des fois, de TMS sur des postes de travail qui avant étaient plus variés. Donc, ça, voilà, c'est ce que vous constatez en ce moment ? C'est les risques qu'on anticipe sur un certain nombre de projets. Oui, ça veut dire que là, on a confié au robot le moment sympa. C'est le petit... et c'est là que c'est quelque chose, en fait, quand on questionne les personnels, eux, ils n'ont rien demandé qu'on les remplace pour pousser le chariot de matériel. Eux, ce qu'ils nous attendaient, c'est un robot qui les aide à charger les boîtes qui font 30 kg en haut de l'armoire qui doit être transportée. Sachant qu'on a beaucoup de personnel féminin qui est de petite taille et ils se retrouvent avec des contraintes physiques très fortes. Et cette demande-là, finalement, on leur dit non, on ne sait pas la traiter, mais on vous met quand même un robot pour pousser le matériel. Donc, en termes d'acceptabilité, il faut quand même qu'on soit vigilant là-dessus, parce qu'on ne répond pas forcément à la demande du personnel, on répond à une demande plus gestionnaire de l'hôpital, d'optimiser du temps qui, a priori, n'a pas de valeur ajoutée. Et donc ça, c'est quand même un peu la limite aujourd'hui qu'on voit sur les transports automatisés. Donc il faut bien les cibler. Si on les cible bien, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Mais il ne faut pas non plus avoir pareil de fausses promesses auprès du personnel par rapport à ce que peuvent apporter les flottes d'AMR dans l'hôpital. Voilà, d'où l'intérêt de se poser les bonnes questions assez tôt et de ne pas débloquer des gros projets tout de suite sans avoir posé ces bonnes questions, je pense, au personnel. D'accord. Maxence, ce que vient d'aborder Jean-François, c'est ce que vous avez abordé au début de votre présentation, l'acceptabilité, le fait de réfléchir à des tâches avec le cobot que l'on pourrait faire mais qui n'est pas souhaitable de faire parfois. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir du laboratoire, donc du GESCOP, comme retour concret justement et des premiers constats en fait, assez concrets que l'on peut faire justement par rapport aux expérimentations que vous avez pu mener? Oui. Je vais rapidement d'abord réintroduire un petit peu les recherches qu'on a faites. Donc moi je travaille principalement sur les systèmes de production circulaire. Donc c'est des systèmes en entrée, vous avez des produits de seconde main. Donc certains ils ont 10-15 ans passés sur le terrain au fin fond d'un garage. C'est très pénible à nettoyer, à démonter. Chaque produit est différent. Vous avez des problématiques et des pannes sur des produits qui sont complètement inédits à chaque fois. Et donc en fait, il y a un petit peu une promesse il y a quelques années de la robotique va nous aider à complètement désassembler tous les produits et les remettre à neuf. Bon, ça, on a vu que ça marchait très peu, à part Apple qui a réussi à le faire sur les téléphones. La plupart des autres entreprises en France ou autres n'y arrivent pas. Et donc du coup en recherche, il y a deux champs qui essayent justement d'étudier les bénéfices de la cobotique dans justement ces étapes de désassemblage, test ou de nettoyage. Alors il y a une première qui s'intéresse à la robotique qu'on va plutôt appeler collaborative. Donc là c'est des cobots qui vont travailler en parallèle d'opérateurs. Donc on va prendre des séquences de tâches. Par exemple, on va faire un désassemblage. Le cobot va faire 2 étapes. Ensuite, l'opérateur va faire 2 étapes. Et ensuite, ils vont se passer la balle l'un l'autre. Et donc là, finalement, on revoit exactement la même problématique que ce qui était évoqué avant. Le cobot va faire les étapes qui sont facilement standardisées, qui sont faciles. Et l'opérateur va faire tout ce qui n'est pas standardisable, retirer certains
certains types de joints qui sont compliqués, retirer des éléments où il faut mettre plus de force, voire plus de sensibilité dans les actions. Et donc là, finalement, on va concentrer les problématiques en termes de physique et de cognitif, alors que le Kobo va faire les tâches les plus faciles. Et là, il y a encore beaucoup de recherches qui travaillent là-dessus, sur comment bien délimiter les tâches, mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Nous, on a plutôt étudié du coup vraiment au laboratoire G-Scope sur notre plateforme. Donc là, on a fait des expériences avec plus de 50 personnes. Donc là, on a fait venir des étudiants ou d'autres personnels qui sont venus démonter des produits. Et on leur a fait des sessions du coup avec Kobo et sans Kobo. Et dans les sessions avec Kobo, en fait, le Kobo venait principalement les accompagner. Donc c'est-à-dire qu'on prenait la pièce et le Kobo allait justement présenter la pièce à l'opérateur et lui proposer finalement de suivre les séquences de tâches en lui permettant d'adopter tout de suite la bonne posture et en retirant une partie de la charge cognitive qui était liée en fait à tiens, qu'est-ce que je dois faire après, qu'est-ce que je dois faire après. On est sur des tâches qui sont très longues. En industrie, on a étudié un processus où les opérateurs mettaient 2 heures pour désassembler des pièces. Donc au début, ils nous ont dit, voilà, on a des périodes d'intégration entreprise de 2, 3, 4 mois. Et pour que les opérateurs soient compétents, il nous faut au moins 1 an. Et donc là, justement, on a pu voir avec la cobotique en laboratoire qu'on arrivait à proposer finalement à former de manière induite l'opérateur en lui suggérant la séquence de tâches. Et surtout, le plus gros apport qu'on a eu, c'est en termes de posture. En fait, les opérateurs, avant, ils essayaient de démonter les pièces un peu n'importe comment, comme ils pouvaient, comme ils le sentaient. Là, en fait, le robot leur propose une séquence et finalement la séquence leur induit la bonne posture qu'on a travaillé avec des ergonomes ou des psychologues du travail. Et chose également étonnante qu'on a pu constater, c'est finalement ajouter un Kobo ne va pas augmenter la pénibilité cognitive. Parce que finalement le Kobo, on va venir rajouter un écran qui va se superposer à des systèmes d'information, etc. Et donc on pourrait se dire que justement la charge cognitive de l'opérateur va augmenter parce qu'il a à la fois à gérer son opération, plus le Kobo, plus les opérations qui sont liées au système d'information. Donc là on était agréablement surpris sur le fait que le Kobo est un vrai gain en termes de formation, en termes de santé au travail, mais ne va pas non plus augmenter le stress ou des éléments de ce type-là. Il y a forcément plus de charge cognitive quand il y a un écran, mais c'est tout de suite compensé par le gain en fait. qui est permis par le Kobo en termes de tâches. Et du point de vue du chercheur, vers où on va comme ça en fait, mais quasi un avis personnel. Hein. Oui, tout à fait. C'est un petit peu les projets que j'ai cités avant, c'est finalement vraiment redonner à l'opérateur le pouvoir d'utiliser le Kobo pour permettre en fait de faire ses missions en autonomie. Dans les systèmes circulaires, on peut quasiment rien standardiser, on a des produits différents ou autres, et c'est là où finalement il y a un enjeu à permettre à l'opérateur de dire tiens, le Kobo, j'ai une série de 10 produits de ce type-là à faire. L'opérateur va venir montrer au Kobo comment faire sur 10 produits et pouvoir automatiser lui-même des petites boucles pour finalement se libérer en termes de tâches. Et tout ça, il faut que ça prenne peu de temps parce que sinon c'est pas rentable sur des petites séries de produits. Et après, il y a aussi tout ce qui est usage du Kobo pour améliorer l'apprentissage ou réduire la pénibilité physique tout en améliorant tout ce qui est compétences, etc. quoi. D'accord. Richard, le IT Manufacturing, c'est un fantastique observatoire, en fait, hein, même des usages ou même qui permet l'anticipation. Toujours pareil, même exercice, de ton point de vue, en fait. Hein, on t'en voudra pas si tu te trompes dans quelques années sur les projets de robotique, cobotique que tu peux voir. Qu'est-ce que tu te dis que sera cette cobotique dans quelques années par rapport aux différents marchés que tu connais, aux différents usages, aux différents pays européens? Question facile. Là, j'avoue que les choses qu'on a pu constater en fait parmi nos opérateurs en cobotique, c'est plutôt de l'assistance à la charge physique, plus qu'à la charge cognitive. Donc, comme en fait, nous, on se positionne très en aval, il faut savoir que le IT Manufacturing, c'est le 3e pilier d'innovation, de soutien à l'innovation européen. Donc, en fait, il y a l'EIC, l'European Innovation Council, qui s'occupe des premiers piliers. Les premiers piliers vont jusqu'au TRL 5, 6, voire 7, et nous, on commence à partir de là jusqu'à la commercialisation. Donc, j'avoue que les terrains cognitifs n'ont pas été des sujets traités par le IT Manufacturing encore, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore atteint un état de passage à l'échelle. C'est possible aussi, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas postulé chez nous, c'est possible aussi. Mais aujourd'hui, c'est plus des problématiques de charge physique. La prochaine étape de ce que je vois et de ce que j'ai vu par ailleurs, parce que même au niveau personnel, je ne vous cache pas que j'ai un membre de ma famille qui est tétraplégique. Donc quand on pense tétraplégique, on pense exosquelette. Donc on s'imagine que au-delà de faciliter l'usage ouvrier ou industriel, ce sera un usage vraiment thérapeutique
pour permettre à des gens qui ne bougent plus de rebouger ou de bouger un petit peu plus qu'avant. Notamment aussi avec d'autres startups qui sont reliées directement au cerveau. Quand j'entendais Jean-François, je pensais à la Formule 1. Hein. Je veux dire, les aides au pilotage ont réduit cette variance où avant un super bon pilote mettait 2 secondes dans la tête d'un mauvais. Maintenant, le super bon pilote, il met un dixième. Bon, bah là, c'est à peu près pareil. Je pense qu'on a rencontré par exemple une startup qui me vient à l'esprit qui s'appelle Mentalista, qui a bougé une Formule 1 juste avec l'esprit. Et la Formule 1 a bougé. Ils ont fait ces tests avec Red Bull. Et donc, on peut tout à fait s'imaginer que l'avenir du cobot, finalement, c'est l'exosquelette qui va bouger avec des impulsions nerveuses du cerveau humain. Voilà, moi je pense qu'on peut aller rêver un petit peu là-dessus. Très bien. On arrive tout doucement à la fin de cette table ronde. Est-ce qu'il y a quelques questions dans le public? Ah, question. Il y a le micro qui va arriver. Et c'est Oui. Vous m'entendez correctement? très très bien. Ok. J'ai une question notamment sur le domaine de la santé pour vous, Jean-François. Station H, c'est quoi? C'est une plateforme, mais c'est aussi membre d'un réseau, c'est-à-dire ce que vous co-développez, ce que vous testez, ce que vous permettez de tester chez Station H, ça a quel impact derrière auprès des professionnels de la santé et des différents hôpitaux? Alors c'est une plateforme qui est au sein de la CHU, donc déjà c'est un impact à l'échelle d'un CHU qui est le deuxième de France et 24 000 salariés. Excusez-moi, j'entends pas. Ça marche C'est bon. C'est bon. Je disais donc ouais, ça impacte déjà au niveau du CHU, de CHU Lyon qui est le deuxième de France avec 24 000 salariés, donc on a déjà un impact, c'est une diffusion sur une grosse échelle au niveau de français. Après, on est dans un réseau européen où il y a l'EIT Health en l'occurrence aussi, qui s'appelle TEF Health, qui est un réseau de structures en Europe qui sont là pour justement favoriser le transfert de la robotique qu'il y a dans la santé. Et donc dans ce réseau européen, on est une petite dizaine d'hôpitaux dans différents pays du coup. Et donc l'idée, c'est un peu comme l'EIT, on se positionne sur des TRL assez loin là dans ce cas-là, de transférer, d'évaluer dans des plateformes comme Station H en France, mais aussi dans d'autres pays, et de transférer finalement ces évaluations et cette vérification de la pertinence de la techno et de la diffuser dans d'autres hôpitaux. Donc voilà, il y a ce niveau aussi européen que je n'ai pas trop évoqué, mais qui est aussi dans l'ADN de Station H. Et puis après, entre CHU, on travaille beaucoup, et puis surtout, il y a un autre volet qu'on essaye de développer là en ce moment, c'est qu'en France, la plupart des achats dans les hôpitaux se font par des centrales d'achat. Il y a deux, trois grosses centrales d'achat hospitalières. Et l'idée, c'est de travailler en concertation avec ces centrales d'achat auxquelles référencent des produits innovants qui sont issus de ces plateformes d'innovation comme Station H. Il y en a quelques-unes en France, dans d'autres thématiques, notamment dans le numérique. Et donc, c'est d'avoir un peu une chaîne vertueuse où nous, on évalue, parce qu'on est proche des utilisateurs. Les centrales d'achat, finalement, plutôt que de référencer un petit peu au hasard, parfois, elles s'appuient sur nos évaluations et elles diffusent l'innovation parce qu'elles la rendent accessible par des marchés publics à bon de commande, des choses extrêmement simples. Donc on essaie de construire aussi cette mécanique vertueuse de diffusion de l'innovation par sa valorisation et la communication. Ok, merci beaucoup, ça répond à ma question. Est-ce que je peux poser une autre question sur un autre sujet? Merci beaucoup, déjà, c'était vraiment très intéressant. J'ai une question sur finalement l'arrivée aussi de l'IA, etc. et des LLM. Je vous regarde, Maxence, je ne sais pas si ce sujet va vous parler, mais est-ce que vous pourriez un peu nous donner votre vision de ça dans le domaine de la robotique? Forcément, il y a pas mal d'actualités dont on entend parler aux États-Unis, etc. Est-ce que vous voyez des thématiques techniques ou des use cases vraiment qui vous paraîtraient intéressants à avoir en tête aujourd'hui? Alors, c'est pas trop des thématiques qu'on aborde dans notre laboratoire, mais je peux quand même donner quelques points. Alors, il y a déjà tout ce qui est finalement cobotique couplé à de la vision industrielle. Donc, est-ce qu'avec la vision, on va pouvoir permettre de passer du constat d'une problématique sur un produit au bon geste pour régler cette problématique sur le produit? Et éventuellement, un deuxième point qui pourrait être très intéressant, c'est d'utiliser des IA comme finalement aide pour les cobots. Donc, avant, je parlais de programmation par exemple par démonstration, de programmation par la voix ou autre. Et peut-être que justement cette IA va pouvoir
vraiment être un vecteur clé pour nous permettre de passer de l'instruction qui va être donnée par l'opérateur qui n'a pas de compétences en robotique vers le geste qui va venir accompagner l'opérateur ou venir réaliser un mouvement sur un produit de manière complètement autonome et sans intervention d'équipe spécialisée. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être. Oui, question, fond de la salle. Bonjour, au final elle est en lien un petit peu à ce que la question de monsieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la cobotique a été un peu un effet de mode, on a lancé la chose, voilà, on a associé ça à des mains cobotiques, aujourd'hui on arrive à la conclusion que finalement même l'objet qui est déplacé par le robot en lui-même est une problématique dans les analyses de risque et tout ça. Est-ce que finalement l'avenir de la cobotique réellement pour le faire évoluer au niveau dont on en a besoin aujourd'hui passe par l'association intrinsèquement à l'IA pour arriver à nos besoins futurs, voilà, pour vraiment pouvoir développer la cobotique? La question pour celui qui veut. Exactement, je pense qu'elle est dirigée vers tout le monde, aussi bien la santé que... Ouais, alors pour répondre aussi à la question précédente, sur l'IA, nous on voit, en gros, notamment dans les robots mobiles aujourd'hui, ils se déplacent d'une manière très rationnelle, mais en gros ils vous foncent dessus, ils s'arrêtent, ils vous contournent, enfin c'est pas du tout transparent dans un hôpital, enfin vous êtes dans un couloir d'hôpital avec des soignants, des patients, des proches, ça ne fonctionne pas, quoi. Vous faites fuir tout le monde. Donc nous, l'IA, on a un projet justement de partenariat avec Enchanted Tool, je crois, qui est présent aujourd'hui, et puis l'INRIA, Oui. sur justement des algorithmes qui permettent d'avoir une navigation sociale et qui rendent le robot transparent dans son environnement quand on ne veut pas le voir, quand on n'a pas besoin de lui. Et donc ça, clairement, il y a, je pense, ce premier niveau qui finalement n'est pas très visible, mais à mon avis assez essentiel dans le secteur de la santé et puis sans doute dans d'autres. Et puis à l'opposé, c'est l'IA au sens, ce que je disais, si on prend le bloc opératoire, c'est le chirurgien qui décide aujourd'hui. Il peut parfois faire des erreurs. À quel point demain les cobots vont être aussi une aide sur la décision, c'est des sujets de recherche qui ont 30 ans, 40 ans, mais on n'est pas encore du tout en pratique. Mais on commence quand même à arriver à des choses on touche du doigt des applications où c'est transférable sur le marché, quoi. Il y a des contraintes réglementaires, mais peut-être que dans 5 ans, on aura des produits sur le marché qui seront des robots assistés avec une brique d'IA très spécifique au bloc opératoire. Et donc là, clairement, on passera un cap encore supplémentaire. Je me permets de compléter Oui. rapidement par rapport à ce que j'ai pu dire avant. Il y a sûrement certains cas où l'IA sera absolument indispensable et qui va vraiment être une aide pour le faire, mais il y aura peut-être aussi d'autres cas où l'IA sera d'aucune utilité et on va rester sur des technologies qui sont plus basiques et plus simples. Et il y a quand même, nous on fait aussi pas mal de recherches sur tout ce qui est low-tech, finalement c'est quels sont les véritables besoins du consommateur et finalement aligner un produit qui va vraiment répondre à ses besoins, qui est de l'IA ou non. Moi, je suis d'accord avec les ingénieurs. Tu as raison. Et les scientifiques. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Eh bien, si il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais remercier nos intervenants. Merci beaucoup Merci. pour vos interventions et merci pour les personnes dans la salle.